Michel Lepetit, vice-président du Shift. Je vais vous parler ici au titre de ce sur quoi on réfléchit au Shift depuis longtemps, concernant les scénarios. Je vous donnerai un éclairage qui est lié à la situation du sujet très d'actualité depuis maintenant 2 ans. Ça a rejailli, la problématique des scénarios. Et je vous ferai à la fin un petit éclairage, une petite animation graphique, mais un éclairage très macroéconomique des scénarios, puisque je vais évoquer la thématique des scénarios sous l'angle du risque, le risque de transition, comme on appelle ça maintenant. Et je donnerai un éclairage aussi fort du point de vue des visions globales macroéconomiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail des scénarios technologiques, on pourra en parler d'ailleurs, mais je ferai plutôt une vision assez globalisée de cette problématique. Voilà. Donc le premier point sera de mettre le cadre de l'action des scénarios, comment on les situe, qu'est-ce qui se passe sur les scénarios, l'histoire des scénarios, d'où on vient. Et cette thématique a pris beaucoup d'ampleur depuis 2 ans, très très fortement, à travers des commissions internationales qui ont évoqué le sujet des scénarios et qui l'ont positionné dans le paysage de la transition énergétique et climatique. Et puis je vous ferai donc ce deuxième point d'éclairage sur une vision macroéconomique des scénarios que je mettrai beaucoup en regard d'un effort qu'on a fait au Shift et qu'on a poussé à travers la chaire énergie et prospérité ou à travers le LEAD, une vision historique. Donc regarder l'avenir, mais aussi se référer au passé, ce qui, de notre point de vue, n'est pas assez fait. Donc dans la première partie, sur le cadre, je donnerai vraiment un éclairage sur la problématique du très long terme. En fait, les scénarios sont souvent de très long terme. Donc qui s'exprime, qui parle du très long terme, d'où ça sort? Évidemment, c'est un lien avec la COP21 qui se projette à très long terme, mais pas seulement. Et on a vu apparaître cette thématique fortement, je vous le disais, sur le risque de transition à travers le discours qui prévaut maintenant dans la sphère financière après le grand discours de Mark Carney il y a 2 ans. Je ferai un lien entre cette vision du très long terme qu'on a dans les scénarios et une autre thématique qu'on a déjà évoquée plusieurs fois ici au Shift, qui est le projet de long terme et le taux d'actualisation. C'est une thématique très forte, qu'on voit très souvent, qui a un lien d'ailleurs avec la COP, et je vous ferai un lien là-dessus. Après, je ferai un éclairage sur le Shift, qu'est-ce qui s'est passé de mon point de vue, enfin, c'est mon éclairage à moi, de ce qu'on a fait au Shift sur ces sujets. Donc sachez que le Shift, depuis l'origine du travail de Jean-Marc, il y a une interrogation forte, notamment sur les scénarios qu'on voit dans le GIEC. Donc ça, c'est récurrent. Permanence, on s'est toujours dit, mais qu'est-ce que c'est que ces scénarios qu'on voit apparaître dans le cadre du GIEC, notamment le fameux groupe 3 ? Je ferai un éclairage là-dessus. À titre personnel, j'avais lancé un projet qui s'appelle Risquergie avec Gaël Giraud, puis il y a un consortium, il y avait des laboratoires, il y a maintenant 5 ans, c'est vieux, qui s'appelait Risquergie. Risquergie, c'était regarder les pays et les trajectoires des pays en macroéconomie, quelles trajectoires qui prennent en compte la réalité énergétique de l'économie. Et on avait commencé aussi à travailler sur c'est quoi les scénarios. Donc c'était avant la COP, en fait, avant les INDC. C'était déjà une réflexion sur c'est quoi les trajectoires des différents pays à travers de la modélisation. Le projet s'est arrêté l'année dernière, mais en fait le travail se poursuit avec les travaux de Gaël en termes de modélisation macroéconomique. Je vous parlerai un petit peu de ce qu'on a relancé depuis 2016 avec les shifters. Ici présent, je crois qu'il y a un shifter. Voilà, donc retravailler là-dessus, c'est quoi la vision du long terme, qui s'exprime sur le long terme, qui parle des scénarios. Et puis d'un projet plus récent, je dirais que quelques mots, parce que pour l'instant on n'en fait pas beaucoup de publicité, c'est un projet du Shift avec la FEP, donc le groupement des grandes entreprises françaises. Et en fait, je dirais qu'un des déclencheurs de ce projet, c'est la thématique des scénarios qu'on a vu apparaître à travers un concept qui s'appelle le Science-Based Target. Science-Based Target, c'est une sorte de conceptualisation des scénarios pour que les entreprises elles-mêmes se projettent à très long terme à travers des scénarios souvent sectoriels. Donc j'en dirai quelques mots. J'ai mis ça, SBT, là, c'est pour Science Based Target. C'est un très joli nom, d'ailleurs, je trouve qu'en termes marketing, c'est Science Based. Ça plaît beaucoup, ça. Et puis à la fin, je vous ferai un focus sur ces scénarios et ces problématiques macroéconomiques, parce que ça, c'est ma spécialité maintenant, c'est regarder comment ces scénarios sont approchés du point de vue du PIB. Alors, on peut critiquer cette variable qu'est le PIB, mais donc, et puis quel lien ils font avec le pétrole. J'ai pas pris toute l'énergie, je laisse à Jean-Marc la vision globalisante de l'énergie. Moi, je me suis focalisé sur le pétrole, qui est un sujet qu'on regarde beaucoup au Shift, vous le savez. Voilà, donc j'ai essayé de regarder qu'est-ce qui se dit et qu'est-ce qui se fait sur ces grands paramètres que sont le PIB et la consommation-production de pétrole.
Et je ferai le lien avec un sujet que j'ai déjà évoqué plusieurs fois ici, hein, c'est le lien avec le débat qui est omniprésent maintenant chez les macroéconomistes sur la stagnation séculaire, pourquoi il y a un ralentissement, pourquoi il y a une baisse de productivité, qu'est-ce qui se passe dans notre économie, sujet sur lequel des centaines, voire des milliers d'économistes dorénavant travaillent. C'est-à-dire que c'est un sujet, c'est le sujet quasiment numéro 1 de la macroéconomie. Pourquoi on en est là? Je vous ferai un petit éclairage sur ce sujet. Voilà. Je vous parlerai à la fin du découplage, qui est une autre façon de parler du lien entre économie et croissance sur le long terme. Donc le découplage, c'est cette vision qu'en fait on va pouvoir s'affranchir du lien entre croissance et énergie, et surtout croissance et pétrole. Donc le premier sujet qui a vraiment percuté de mon point de vue et qui a redéclenché un attrait fort sur le sujet scénario, c'est bien sûr la COP21 et les NDC. Les NDC, ce n'est pas des scénarios, c'est des cibles, hein, en 2030, mais elles sont déjà assez lointaines, donc elles sont à un horizon très lointain. Quand vous regardez qui s'exprime sur le long terme, en fait, il n'y a pas grand monde. Donc déjà que les pays se soient exprimés et qu'on ait contraint les pays à donner des cibles, c'est un point positif. Et puis la phase suivante, vous le savez aussi, hein, c'est que pour les pays développés, par exemple l'Union européenne, chacun des pays, on a à nous donner des scénarios avec des trajectoires. Et il y a beaucoup de pays qui n'ont fait que donner des chiffres. Et pour l'instant, il n'y a pas le scénario, il n'y a pas l'histoire qui raconte comment ils vont arriver aux chiffres. Et donc ça, il y a un énorme travail qui se fait actuellement dans beaucoup de pays. Par exemple, l'AFD aide un paquet de pays à structurer, à créer leur scénario pour arriver. Le risque de transition, je disais, ça c'était vraiment un grand déclencheur, c'est le discours de Carney au Lloyds il y a 2 ans, où il décrit le risque systémique qui devient prégnant pour toute la sphère financière, qui est qu'il faut que la sphère financière découvre qu'il y a une gigantesque transition à faire. Donc il décrit 2 risques. Pour le risque climatique, il y aura une transition, ce qu'il appelle le risque de transition, c'est-à-dire que les réglementations vont changer, les secteurs d'activité vont se déformer, et puis il y a les risques physiques. J'en parlerai très très peu aujourd'hui, des risques physiques et des scénarios de risques physiques, mais bien sûr il évoque le fait que physiquement il va se passer des choses et qu'il faut commencer à anticiper différents événements climatiques qui vont perturber les économies, qui vont créer un risque, notamment pour certains acteurs de la sphère financière. En France, cette prise en compte du risque climatique, elle s'est déclinée dans l'article de la loi de transition énergétique pour la croissance verte que vous connaissez, un article qui est fameux dans la sphère financière maintenant, qui s'appelle l'article 173. Cet article 173, au début, prévoyait tout de suite, pour tous les acteurs, de travailler sur les scénarios. Ça a été un peu remis, décalé, et finalement, la thématique scénario n'est traitée que pour le secteur bancaire. Donc il y a un article où, je crois que je l'ai mis plus loin, voilà. En bas à gauche, vous avez un très beau rapport du Trésor, qui s'appelle « L'évaluation des risques liés au changement climatique dans le secteur bancaire ». Et ce rapport qui fait plus de 100 pages, une des thématiques centrales, c'est les scénarios. C'est quoi les scénarios de l'avenir, comment on se projette dans l'avenir et comment les banquiers devraient se projeter dans l'avenir pour mieux évaluer leurs risques. Donc l'article 173, en France, poussait fortement cette idée. Cette idée a été relayée dans le fameux rapport de la TCFD. Donc c'est une task force qui a été créée par le Conseil de stabilité financière. Le Conseil de stabilité financière, c'est l'association de toutes les banques centrales du monde. Et ils ont demandé à un groupe de travail qui est dirigé par M. Bloomberg, suite au discours de Mark Carney. Mark Carney étant aussi, il est gouverneur de la Banque d'Angleterre, mais il est aussi président du Conseil de stabilité financière mondiale. Et ils ont demandé à un groupe de travail présidé par Bloomberg de réfléchir sur le risque climatique et qu'est-ce qu'il faudrait imposer, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il y ait une meilleure prise en compte de ce risque. Quand vous regardez le rapport qui a été diffusé à la fin 2016, après 1 an de travail, hein, c'est un groupe de travail mondial qui a beaucoup réfléchi dessus, un tiers du rapport, une annexe qui fait 70 pages, elle est là, voilà, à gauche, Technical Supplement, 70 pages où on parle que de scénario. Donc la grande idée, c'est qu'on dit il faut que les gens scénarisent, il faut que les gens se projettent dans l'avenir en faisant des scénarios à long terme, voire à très long terme. Ça a été fortement critiqué, je reviendrai là-dessus, mais globalement, il faut savoir que ça c'est une thématique très très forte au niveau mondial maintenant. Il faut utiliser des scénarios. Alors dans le rapport de la TCFD, vous voyez d'ailleurs, là, il y avait un petit tableau qui était assez synthétique, où on voyait bien, quand il va recenser les scénarios, il y avait les scénarios physiques et les scénarios dits de transition. Donc là, c'est les risques physiques. Et pour les scénarios de risques physiques, il faisait évidemment référence au GIEC et au rapport du GIEC. Donc à la limite, là, on se dirait, ben voilà, les scénarios, les différents scénarios qu'on peut regarder, on n'a qu'à prendre ce que publie le GIEC, et on a ces scénarios, qu'est-ce qui va se passer à 10, 20, 30, 40, 50 ans, avec différents scénarios en fonction de la concentration de gaz à effet de serre. Pour les scénarios de transition, ce qui est intéressant dans le TCFD, moi qui m'a interpellé l'année dernière fortement, c'était ça, c'était que la référence au scénario, il disait, ben, faut faire des scénarios. Il mentionnait quelques types de scénarios, quelques producteurs de scénarios, donc vous avez le
Greenpeace, IRENA. Mais s'il y en avait un qui apparaissait très très clairement comme le primus inter pares de tous les scénarios, c'est celui de l'AIE. Donc l'AIE produit des scénarios à long terme. On en parlera tout à l'heure, j'en parlerai assez longuement. D'ailleurs, je vais focaliser mon discours beaucoup après sur l'AIE, parce que l'AIE, à travers ce rapport, apparaissait comme le grand producteur de scénarios à long terme pour la trajectoire du monde. Voilà. Et en haut à droite, vous avez le fameux site du Conseil de stabilité financière, le FSB, Financial Stability Board, qui expliquait qu'il travaillait dessus. Un des problèmes, sachez-le, c'est que ce rapport, le fameux rapport, avec 3 parties, dont une partie sur les scénarios, aurait dû être présenté le 7 juillet au G20 pour approbation, puis demander après à chacun des pays ou à chacun des groupes de pays, puisqu'il y a l'Union européenne, de prendre position. Et à titre personnel, je crains qu'il n'y ait aucune présentation de rien du tout suite à la position américaine récemment. On verra. Enfin, il reste quelques jours pour qu'on sache, parce que c'est d'ici 3 semaines. Donc on a une actualité riche là-dessus. Sachez que ce rapport sur les scénarios a été tout de suite critiqué par différents acteurs, mais une des attaques les plus virulentes, c'est il y a quelques jours, IHS Serra, qui travaille beaucoup avec le secteur pétrolier, a critiqué fortement le rapport de la TCFD en général, mais très, très spécifiquement l'utilisation des scénarios, en disant que l'utilisation des scénarios était pas adéquate, pas appropriée, et envoyait de mauvaises informations. Donc ça vaut le coup de lire ce rapport, qui est très bien fait d'ailleurs, sur la critique des scénarios. Pour votre gouvernement, dans le secteur financier, les gens continuent de travailler sur cette logique de scénario. Alors souvent, il y a une confusion entre stress test et scénario. Pourquoi le Trésor a fait son rapport où il ne parle pas de stress test? Dans le secteur financier, un stress test, c'est très court terme. Je fais un choc violent sur le secteur financier, et puis je regarde ce qui se passe dans 1, 2, 3 ans. Vous voyez que ça ne correspond pas du tout à l'horizon de temps qu'on essaie d'avoir dans les scénarios, qui est plutôt à 10, 20, 30, 40, 50 ans. Mais quand même, les gens dans le secteur financier commencent à se dire que le sujet du stress test ne serait pas ridicule. Pourquoi il ne serait pas ridicule? C'est parce que plus on retarde dans la trajectoire, plus le moment où il faudra prendre un virage va être d'une très grande violence. Donc ça se rapprochera un petit peu d'un stress-stress qu'on évoquait. Pour l'instant, les gens préféraient qu'il y ait une sorte de transition douce, d'où l'idée des scénarios où on se projette à 10, 20, 30, 40, 50 ans. J'ai mis, et je voulais mentionner pour être exhaustif, je suis désolé, c'est un peu riche comme... mais il y a un débat qui est parallèle à celui des scénarios, parce que c'est des visions de très long terme, c'est le débat sur le taux d'actualisation. C'était aussi un des grands débats qu'on a eu et que le Shift porte quand on a critiqué le GIEC. C'était lié au fait, d'un certain point de vue, au fait que les projections du GIEC, les premières, dans les premiers rapports, étaient éminemment critiquables. Et par exemple, utilisaient des taux d'actualisation extrêmement élevés. Alors, je n'ai pas trop le temps de refaire un cours sur les taux d'actualisation, mais le taux d'actualisation, je vous ai mis la formule de Ramsey qui est très connue, le taux d'actualisation est très lié à la croissance économique. Si vous avez des hypothèses de croissance économique à très long terme fortes, il est normal que vous ayez un taux d'actualisation fort. L'idée est simple, c'est que comme vous aurez beaucoup de croissance, finalement, dans l'avenir, vous pourrez faire beaucoup de choses. Je le fais très simple. Mais quand vous mettez un taux d'actualisation élevé, l'avenir disparaît dans les calculs, parce que le taux d'actualisation fait disparaître par multiplication, je n'ai pas le temps de revenir là-dessus, mais plus le taux d'actualisation est élevé, plus l'avenir disparaît dans vos calculs. Et au tout début, le GIEC avait un taux d'actualisation qui était souvent de 7-8%. Avec un taux à 8%, ce qui se passe dans 40 ans, ça n'existe plus. Quand vous capitalisez 1 sur 1 plus 8% à la puissance 40, ça fait un coefficient énorme. Ce débat, il était si prégnant, je crois que je l'ai mentionné plus tard, mais je le dis tout de suite, qu'il est au cœur de la polémique dont vous vous souvenez peut-être, c'était 2006, quand Stern sort son rapport sur le changement climatique, et rue dans les brancards. C'était même assez violent parce qu'il y a eu des échanges assez forts avec Nordhaus. Nordhaus était un des grands pionniers de l'utilisation des modèles où on simulait la trajectoire du monde pour le GIEC. Et Stern a dit non, moi je voudrais un taux d'actualisation à très long terme à 2%. Je peux vous dire, ça a été... Donc ils ne sont pas envoyés des noms d'oiseaux, mais enfin, si ça intéresse certains, j'ai récupéré maintenant les échanges et c'était quand même très virulent. Donc ce premier débat, il est archi présent. Suivant les hypothèses que vous faites dans vos scénarios de croissance à long terme, vous racontez pas du tout la même chose. Et ça, je peux vous dire, c'est universellement reconnu maintenant. Le sujet numéro 1, c'est qu'est-ce que je crois de la croissance à très long terme. Il y a un économiste statisticien dans le Nord qui s'appelle
Lundborg, je crois, je ne sais pas, je me trompe, Lundborg. Et sa grande théorie, c'est qu'il ne faut pas lutter contre le changement climatique, parce qu'on sera tellement riche dans 100 ans que de toute façon, on résolvera tous les problèmes. C'est ce genre d'illusion qu'on voit quand même assez présente dans le débat. Un autre sujet qui résonne avec les problèmes de vision du long terme et de scénario, c'est le débat que j'évoquais tout à l'heure rapidement sur le ralentissement économique qu'on constate. Tout le monde a constaté un ralentissement économique au moins depuis 2008. Ça, c'est dans les chiffres, je le montrerai tout à l'heure. Et beaucoup de gens maintenant ont compris, beaucoup d'économistes ont compris qu'en fait, le ralentissement ne date pas de 2008. Ce n'est pas la crise financière qui a créé le ralentissement. Presque tout le monde a en tête maintenant que le ralentissement date des années 80. Et qu'on a un ralentissement assez structurel de productivité. Et donc ce débat, il est très important parce que suivant les hypothèses que vous faites sur vos scénarios de croissance économique, vous changez du tout au tout. Donc ça, j'ai déjà montré. Quand je vous disais que le sujet devient très concret, sur les scénarios et dans le débat, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a quelques jours, Exxon, à son Assemblée Générale, donc une des plus grosses sociétés du monde, dans son Assemblée Générale, a été attaquée avec une proposition qui était faite par l'Église d'Angleterre, soutenue par un paquet de gestionnaires d'actifs. Alors c'est un peu technique. Exxon, quand elle produit son... Donc Exxon fait une analyse de risque sur le climat, sous la pression depuis plusieurs années, ils l'ont fait. Donc vous regardez maintenant, Exxon a un discours sur le risque climat. Et quand ils font leur discours sur le risque climat, ils disent qu'ils utilisent le IEA New Policy Scenario. Donc ils font référence à un type de scénario que produit l'Agence internationale de l'énergie. Et l'attaque qui était faite par l'Église d'Angleterre et par les gestionnaires d'actifs, que je crois qu'il y a plusieurs qui ont suivi derrière, comme AXA, BNP et autres, c'est qu'ils disaient non, Monsieur Exxon, vous devriez suivre les recommandations qu'on fait de plus en plus, notamment la fameuse TCFD dont je vous parlais. Dans votre analyse de risque à très long terme, il faut que vous regardiez un 2 degrés scénario. Et évidemment, le scénario 2 degrés, il est archi contraignant. C'est un scénario radical, puisqu'il faut qu'on arrive à ce que disait tout à l'heure Mathieu. Notamment pour le secteur pétrolier, ça a des conséquences très très fortes. Et sachez qu'à l'Assemblée Générale, il y a quelques jours, le texte a emporté par plus de 60%. Donc pour la première fois, ça s'est passé. L'année dernière, Exxon avait pu lutter contre différentes propositions. Ce coup-ci, cette proposition est passée. Donc on sait que l'année prochaine, Exxon regardera le scénario 2 degrés et l'intégrera dans son analyse de risque. Voilà, je vous ai mis le commentaire de IHS Markit sur... Ça, c'est juste pour vous dire que l'histoire du taux d'actualisation, ce n'est pas un sujet anodin. Là, je vous ai mis le taux d'actualisation public, donc pour tous les projets publics en France, pour voir comment il a évolué dans le temps. Je ne pense pas qu'il a évolué parce qu'on s'est dit, tiens, on va le baisser pour le baisser. Le taux en rouge, là, il a baissé parce que les taux de marché ont baissé. Et que du rapport Lebesgue, après au rapport Quinet en 2013, on s'est dit, il faut ajuster avec un taux d'actualisation qui correspond plus à notre activité économique. Comme la croissance de la France a cessé de chuter. Je vous rappelle qu'on avait 5% de croissance dans les années 70. Et qu'aujourd'hui, quand on a 1,5% de croissance, on est, entre guillemets, content. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'effectivement, ce concept de taux d'actualisation publique, qui est le taux sur lequel on juge nos projets, du type Lyon-Turin ou le canal Nord-Seine, donc des énormes projets où on met des dizaines de milliards d'euros, ce taux, il ne cesse de baisser. Et je vous le montre pour la France. J'ai fait un historique, il n'existait pas, donc j'ai fait un historique du taux d'actualisation publique français. Mais en Amérique, c'est la même chose. En Angleterre, c'est la même chose. Tout le monde a des taux d'actualisation qui ne cessent de chuter, qui correspondent souvent à la prise de conscience que l'activité économique ne cesse de baisser. Au Shift, j'ai dit, donc on critique beaucoup le rapport, le groupe 3, parce que c'était le travail de Nordhaus, des plans sur la comète, où l'avenir finalement comptait très très peu, avec des taux de croissance de l'économie qui étaient juste délirants. Stern a remis les pendules à l'heure. On a fait un séminaire en 2014, voilà, un très beau séminaire organisé par Jacques ici notamment, sur cette réflexion. C'est quoi les scénarios? Qui produit des scénarios? D'où ça vient? C'est quoi la logique? Comment on compare les différents scénarios? Alors il y a des centaines de scénarios différents, et puis en fait on ne s'entend pas vraiment sur les mots. Il y a des scénarios globaux, des scénarios nationaux, des scénarios sectoriels, des scénarios qui sont purement énergétiques, d'autres qui sont économiques et énergétiques. Voilà, donc ça c'est un travail intéressant sur lequel il faut continuer à capitaliser. Au Shift, on a réactivé l'année dernière avec les shifters le groupe de travail sur ce sujet, en disant mais finalement qui s'exprime sur le PIB à long terme. Moi j'avais en tête que c'était un sujet essentiel. La première découverte que j'avais faite l'année dernière en travaillant là-dessus, c'est que personne ne s'exprime sur le PIB à long terme. En fait, il y a très peu d'académiques ou d'institutions qui vous disent qu'est-ce que va être la croissance économique à long terme. Et celle qu'on retrouve presque toujours, c'est l'OCDE. Donc l'OCDE s'est positionné comme étant le leader planétaire des trajectoires de croissance dans le monde. Ça va assez loin puisque
Alors, moi je voulais regarder ce qu'on disait sur la consommation de pétrole. Donc souvent, il y a un lien entre consommation de pétrole et PIB, je vais en parler tout à l'heure. Mais ce qui m'a beaucoup déçu l'année dernière, c'est qu'à côté de l'OCDE et à côté de l'AIE qui produisent des scénarios, donc l'AIE c'est plutôt un scénario énergétique, l'OCDE c'est plutôt un scénario économique, il y a un consortium, ce qu'on appelle l'IAMC, qui est Integrated Assessment Model Consortium, qui est un consortium d'académiques qui travaillent sur des modèles et qui produit tous les 5 ans la matière pour le groupe 3 du GIEC. Donc c'est eux qui travaillent beaucoup sur ce qu'on appelle les scénarios socio-économiques. Et quand vous analysez bien ce qui a été produit récemment, là il y a encore 1 an, qu'on a fait au sein du groupe de Shifter, ce qu'on a découvert, c'est que le cœur des hypothèses en termes de croissance économique, c'est encore l'OCDE, même pour ce consortium. C'est eux qui ont la primauté, c'est eux qui sont la référence. Donc essayer de comprendre comment l'OCDE sort ces scénarios de croissance, je pense que c'est un enjeu crucial pour le GIEC, et en tout cas pour le Shift, il y a une légitimité forte à critiquer ou analyser la façon dont l'OCDE produit ces scénarios de long terme. Bon, la FEB, je vous en ai parlé, le fait qu'effectivement, il y a une demande forte qui émane maintenant des grosses interrogations sur ce qu'on appelle les scénarios sectoriels. Donc ça monte très très vite. Science Based Target. Alors Science Based Target, c'est un consortium avec le WWF, le Carbon Disclosure Project et d'autres, qui ont créé un consortium et qui essaie de pousser les entreprises à définir leur trajectoire individuelle par rapport à des références de scénarios mondiaux sectoriels. C'est sorti il y a 2 ans. C'est sorti en fait à la suite de la COP. C'est une sorte de déclinaison sectorielle de ce qu'on voit du côté des pays. Du côté des pays, vous avez les NDC, avec les trajectoires de chacun des pays. Et là, du côté du Science Based Target, c'est plutôt par secteur, qu'est-ce qui va se passer pour le secteur de l'agroalimentaire, pour le secteur de la production d'aluminium, et ainsi de suite. Et il y a quelques petites centaines d'entreprises qui ont déjà proposé des trajectoires qui sont liées à ce fameux Science Based Target. On vous en dira plus d'ici 6 mois. Donc avec les shifters, on a fait plusieurs choses. Recenser qui s'exprimait, j'ai dit tout à l'heure, qui s'exprime sur le très long terme, peu de gens. Donc ça, et c'est quoi les méthodologies? Alors, je vous dis qui ne s'exprime pas. La Banque mondiale ne dit rien sur le très long terme. Le FMI ne dit rien sur le très long terme. Il y a parfois quelques petites choses qui sont données à 5 ans, mais c'est très rare. Donc c'est l'OCDE qui fait tout, et puis on voit parfois d'autres types de scénarios, mais qui sont avec très peu de fondement, du genre les pétroliers, le consensus forecast, ça c'est les marchés financiers qui vous disent ce qu'ils en pensent, donc c'est un peu moutonnier. McKinsey s'est exprimé, le World Energy Council s'est exprimé, ainsi de suite. Et avant de passer à une petite historique, juste un dernier mot. Là, il y a un travail qui a été fait récemment entre modélisateurs. Ils ont essayé de réfléchir, mais dans tous nos modèles, quand on fait des modèles pour le GIEC, sur le climat et l'évolution à très long terme, c'est quoi les grands paramètres de forte sensibilité? Et évidemment, alors ils ont testé plusieurs paramètres, mais sachez que le paramètre clé, c'est le paramètre de la productivité. Voilà. Donc c'est comme la croissance, c'est la même chose. Ils sont arrivés vite à la conclusion que ce paramètre est ultra sensible, il est clé. Et d'ailleurs, dans l'étude que je vous invite à lire, cette étude est absolument remarquable. Ils font même le constat qu'il y a peu de gens qui travaillent sur ce sujet. Peu de gens analysent d'où ça sort ces scénarios de croissance, et c'est quoi la sensibilité, et c'est quoi la variabilité. Pour vous dire, ils ont même fait un sondage, mais je pense qu'ils n'ont pas actualisé. Vous interrogez des dizaines d'économistes pour qu'ils disent, ces économistes, c'est quoi vos hypothèses de croissance à très long terme? Puis comment ça varie? Mais eux-mêmes reconnaissent que la méthode est un peu faible. Je vais vous parler du pétrole et du PIB, et je vais le faire à travers un exemple, donc, qui est un couplage de plusieurs scénarios. Un des scénarios que j'avais détecté il y a assez longtemps, c'était un scénario d'ESSO de 1973, donc je vais faire le lien entre le passé et le futur. Donc ESSO 1973 fait un scénario sur l'avenir du pétrole, la croissance mondiale, enfin pas la croissance mondiale, l'avenir du pétrole mondial, mais ils font une hypothèse que la croissance mondiale continue. Et donc c'est un scénario hyper optimiste, vous verrez, mais qui illustre bien le problème auquel on était confronté dans le passé et à titre personnel auquel on va être confronté dans l'avenir. Et puis je vous ferai une présentation des scénarios AIE du point de vue macroéconomique, avec 2 grandes critiques, qui est que le PIB, la croissance, tombe du ciel. Et surtout, vous verrez que quand on fait une transition énergétique à l'AIE, ça n'a aucun impact sur la croissance, qui est un point très très fort. Et plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'est quand même un peu léger. Et puis je vais insister beaucoup, moi, alors sur le découplage. Ça, c'est un point sur lequel je travaille de plus maintenant, c'est comment on découple effectivement ce lien que vous allez voir apparaître très très fortement entre croissance et
et pétrole. D'habitude, quand je présente les choses, les graphiques que je vous ai toujours montrés ici, c'est des graphiques comme ça où vous avez le temps en bas, et là vous avez deux composantes, c'est le taux de croissance mondiale de l'économie et le taux de consommation ou de production de pétrole. Donc il y a une courbe en noir et une courbe en marron. Donc c'est la présentation habituelle que je fais, qui est la plus simple à comprendre. Donc malheureusement, c'est pas celle que je vais utiliser. Donc ça, c'est 1951, ça c'est les chocs pétroliers, ça c'est aujourd'hui, et ça c'est l'avenir. Et je vais vous représenter ça autrement, pour que ça parle plus, parce que là, ça parle un petit peu, on voit qu'il se passe des choses. On voit quand même qu'il se passe des choses sur les chocs pétroliers, puisqu'entre croissance économique et consommation de pétrole, puis ce qui se passe après, et production et consommation de pétrole, on n'est pas sur le même rythme. Et là, on voit bien qu'il y a des très grosses perturbations. Mais je vais le présenter autrement, avec une petite animation. Voilà. Donc là, j'ai mis croissance économique et consommation, production de pétrole sur un graphique, mais je mets le chiffre absolu et je le mets en log. C'est un peu mathématique, mais voilà, j'utilise une fonction log qui a plein de vertus. En tout cas, ça me permet de faire un graphique où les choses sont beaucoup plus simples à lire. Là, chacun des points, ça c'est 1951, 52, 53, 54. Donc ce qu'on voit, c'est que le log de la consommation-production de pétrole ne cesse de croître. Donc on consomme de plus en plus de pétrole. Et là, c'est le log du PIB. Donc on ne cesse de croître, l'économie mondiale ne cesse de croître. Donc ça, on appelle ça les 30 glorieuses. À l'époque, donc je vous l'ai mis ici, le PIB du monde croît de 4,89% par an. Et la consommation-production de pétrole de 7,56 par an. Donc ça y va, hein. On y va franco là. Font les ballons, 7,56%, c'est pas du... Le point que je vous ai mis pour voir vers où on va aller vers ça, c'est aujourd'hui ça. Donc ça c'est le scénario ESSO, que j'ai récupéré en 73. Donc ESSO fait ce scénario-là. Franchement, quand vous lisez le texte, que je mettrai un jour sur le site de peut-être sur le site de la chaire Énergie et Prospérité, donc il le présente là. C'est un scénario où ils se disent qu'il y aura quand même, on ne veut pas continuer vraiment au même rythme. Donc vous voyez, ça s'infléchit un peu. C'est pas tout à fait aligné. Ça s'infléchit un tout petit peu, mais enfin quand même, ça va assez vite. Et donc le pétrole, ça serait plus 5,6% et on aurait la même croissance économique. En fait, je peux vous dire, ça ne pouvait pas continuer comme ça, pour une simple raison. Eux, ils se sont arrêtés en 85, et déjà en 85, ce que vous voyez, c'est qu'on est là, largement, dans les prévisions de 85 d'ESSO, on est largement au-delà de ce qu'on produit et qu'on consomme comme pétrole tous les ans. On serait à 120 millions de barils de brut, alors que là, on plafonne à 80 millions de barils et qu'on a bien du mal. Donc ça veut rien dire. Moi, je fais toujours le même... ayez ça en tête. On prenait ce point-là, on projetait ça, donc on est en 73, si on l'avait projeté jusqu'à aujourd'hui, le PIB mondial serait le double du PIB d'aujourd'hui. Donc on serait 2 fois plus riche, la planète entière, ce qui rêverait peut-être des problèmes, mais... Et on consommerait 400 millions de barils jour, au lieu des 80 millions. Et en 2018, il faudrait rajouter l'Arabie Saoudite, la Russie et les États-Unis comme production, pour arriver de nouveau au plus 7%. Pour vous dire que ça ne pouvait pas continuer comme ça, donc on allait taper dans le mur. Donc on tape dans le mur, là je vous le montre après. Voilà, donc on tape dans le mur. Ça, c'est les chocs pétroliers, ils sont ici. C'est un peu agité, hein, le PIB et la construction. Là. Et je vous fais un scoop, une annonce sur la chaire Énergie et Prospérité. Vous pouvez lire un document vachement intéressant. C'est la politique monétaire de la France pour accompagner la transition énergétique. Donc, vous verrez un document, il y a 20 pages. Allez sur le site de la chaire, ça se lit comme un roman, qui vous explique les prises de position qu'on fait en France entre 1974 et 1984 pour essayer d'inciter à l'efficacité énergétique. C'est à l'époque qu'on crée l'ADEME, d'ailleurs. Donc c'est une vertu historique. En tout cas, il y a un gros choc. Après, on repart. L'économie est repartie de l'avant. Je vous l'ai mis là. Donc là, c'est 82, 3, 4, 5, 6. Et puis on arrive jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est intéressant, alors là, je ne sais pas si vous le lisez bien, mais déjà, sur le premier graphique, ce qu'on voyait, c'est la corrélation qui était totale entre consommation de pétrole et croissance économique mondiale. C'était un alignement. Là, la nouvelle trajectoire qu'on a depuis les chocs pétroliers, il y a encore un coefficient de corrélation qui est assez remarquable, enfin qui est plus que remarquable, qui est très 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 stupéfiant. On se rend compte qu'on a une corrélation extrêmement intime entre croissance économique mondiale. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ça ralentit. Hein. On est plus qu'à la croissance mondiale, elle est à 3,22, donc on était à 4,89, donc ça a pris, pof, on est descendu d'une marche. Et pour le pétrole, parce qu'on a fait des grosses mutations ici, d'énormes mutations colossales de la consommation de pétrole. On est passé maintenant à une croissance du pétrole de 1,24% par an seulement. Donc on a sacrément ralenti, parce qu'on ne pouvait pas continuer à 7,5%. C'était pas possible. Là, je voulais rajouter un éclairage sur ce qui s'est passé depuis la crise financière.
Donc, malheureusement, vous ne pouvez pas trop le lire. Je ne sais pas si vous arrivez à lire ce qui est marqué en haut à droite. Voilà. Donc là, la croissance, elle a encore ralenti depuis 10 ans. On est tombé à 2,04 et la consommation de production de pétrole a encore baissé. On est à 0,70. Donc on est encore plus faible. Et donc les gens s'interrogent tous en regardant cette période-là depuis 30 ans, et puis cette période depuis 10 ans, qu'est-ce qui nous arrive? Où est-ce qu'on en est? Et c'est là que les scénarios interviennent. Je vous montre le premier scénario. Donc l'AIE a 3 grands scénarios énergétiques. Le premier, voilà. Il me reste 5 minutes, j'aurais fini avant 5 minutes. Le premier scénario énergétique, c'est le scénario qui s'appelle le current policy. C'est le business as usual, on fait comme si rien ne se passait. D'ailleurs, on voit que c'est à peu près dans l'alignement, pas tout à fait. Donc, ce que vous notez, c'est que la croissance... Alors, tout ça, c'est des reconstitutions à partir des données que j'ai retravaillées pour reconstituer les chiffres qui ne sont pas donnés par l'AIE, bien sûr. Hein. Et donc, je pourrais pas ça ne sera pas disponible sur le site. Tout ça, c'est un énorme travail pour arriver à ces chiffres-là. Mais à la fin du jour, ce que vous voyez, c'est que la croissance mondiale, l'hypothèse sur ce scénario qui nous projette en 2040, hein, je vous rappelle, les scénarios, ils sont entre 2016 et 2040, la croissance mondiale est de 3,42%. Donc, elle ressemble un petit peu à la croissance qu'on a depuis les chocs pétroliers. Ils ont pris, au lieu de prendre 3,22, ils ont pris 3,42, c'est un peu plus optimiste. Et par contre, la consommation de pétrole, clairement, elle est celle qu'on a depuis 10 ans, les 0,70. Donc déjà, il y a un mix bizarre. On prend les bons chiffres des deux côtés, ça croît plutôt bien, mais pour le pétrole, on se débrouille avec moins. Ça, c'est le scénario, je dirais, si on ne fait rien. L'AIE travaille sur un deuxième scénario, celui que j'évoquais tout à l'heure sur Exxon, ce qu'on appelle le New Policy scénario. New Policy, c'est essentiellement les INDC annoncés par les pays qui sont pris en compte. Donc l'AIE fait travailler un énorme groupe d'experts, et ils intègrent le fait que chacun des pays va bien réaliser ce qu'ils ont annoncé dans leur déclaration. Alors les NDC s'arrêtent en 2030, mais je pense qu'ils ont dû l'extrapoler jusqu'en 2040. Là, vous avez quand même déjà une inflexion très très forte. Donc vous avez, première bizarrerie que vous constaterez sur le troisième scénario, c'est toujours la même croissance. On est toujours à plus 3,42%. Là, en fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quelle que soit la transition qu'on fasse dans les scénarios UE, il n'y a pas d'impact sur la croissance économique. C'est sans impact, même pas mal. Voilà, donc là, c'est un peu surprenant. Et c'est assez violent quand on y réfléchit, quand on voit la trajectoire qu'on fait prendre par rapport au tendanciel, avec quasiment une stagnation de la consommation-production de pétrole. Alors le plus extraordinaire, bien sûr, c'est le dernier, qui est le fameux scénario qu'ils ont dû produire pour arriver au fameux 2 degrés. Donc l'AIE a 3 grands scénarios maintenant qui sont regardés par tout le monde. Le dernier étant celui du 450, ce qu'on appelle le 450 scénario, qui conduit à 2 degrés, qui a une probabilité de nous conduire à 2 degrés. Donc de nouveau, vous avez la même croissance, et par contre, vous avez une décroissance du pétrole. Et là, vous voyez la trajectoire qu'on prend. C'est-à-dire qu'on est là, on va comme ça depuis 30 ans, et puis hop, toc, on part dans l'autre sens. D'ailleurs, je me dis, mais pourquoi ils ne font pas un scénario pour aller complètement à zéro pendant qu'ils sont, puisque de toute façon, ça n'a aucun impact sur la croissance, ça ne crée aucun ralentissement économique ou quoi que ce soit. Donc vous avez un petit commentaire à côté de ce qui est écrit dans les rapports de l'AIE. L'AIE a bien conscience du côté démentiel de la rupture. Il le voit bien. C'est-à-dire que ce que je fais là, évidemment, tout le monde le fait. Tout le monde a fait ses calculs, tout le monde a fait ses corrélations. Tout le monde voit bien que c'est pas possible. En tout cas, ça va pas se faire juste en disant, tiens, on va arriver en faisant un scénario, puis on va prendre la trajectoire. En plus, les INDC sont même pas là-dedans. Donc je vais m'arrêter là. Mais ce petit graphique, il synthétise beaucoup de choses. Je reviens sur le passé. Je rappelle, on a eu un choc de prix terrible, un choc structurel invraisemblable. On ne voulait pas décarboner à l'époque, on voulait dépétroler. Donc je rappelle par exemple qu'on a changé notre chauffage au fioul massivement en France par du chauffage au gaz. Parce qu'on avait... Le sujet numéro 1, c'était de se passer du pétrole. Donc on l'a fait massivement et on a infléchi tout l'Occident, mais d'autres pays aussi ont infléchi un peu la trajectoire. Là, il s'agit d'infléchir, mais d'une façon beaucoup plus vertigineuse. Ça rentre bien sûr en écho avec une des propositions que vous voyez dans le manifeste du Shift, le fameux véhicule à 2 litres, le débat sur la mobilité. Tout ça, ça établit un lien entre croissance économique et consommation de pétrole qui est bien évidemment lié au problème de la mobilité. Et 95%, vous savez, de la mobilité, c'est du pétrole, encore aujourd'hui. Donc c'est des débats très profonds. À titre personnel, je crains que les mesures qu'on prenne actuellement ne soient pas du tout à la mesure du virage qu'on prétend montrer là. Donc juste, je termine là-dessus. Oui, j'ai mon temps.
Donc là, j'ai regardé uniquement cette vision de très long terme, donc sur 100 ans presque, hein, oui c'est ça, 1950-2040. Sur 100 ans, les transitions, il y aurait d'autres transitions à regarder. Moi, à titre perso, je pense que la transition qu'on devrait analyser tout le temps maintenant, c'est le choc pétrolier. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? C'était quoi les politiques qu'on a mises en œuvre? Les problèmes auxquels on était confrontés, la fiscalité, la redistribution, la répartition des richesses. Je suis passé très vite. Un petit graphique quand même qui m'a consterné récemment. Ça, juste pour l'anecdote. Ça, c'est la BRI. C'est un papier de la semaine dernière, ça. C'est la Banque des règlements internationaux qui fait... Les gens adorent faire maintenant de l'histoire de longue durée. Ils ont tous compris depuis Piketty qu'il fallait faire du 100 ans, 200 ans, 1000 ans. Donc là, c'est un petit papier. Quand vous le regardez bien, enfin moi je regarde avec mon œil de quelqu'un qui est traumatisé par le choc pétrolier, ça c'est Share of Income Accruing a Top 1%, donc c'est un indicateur fort quand même d'inégalité. Hein. C'est quelle est la part des salaires pour les gens, les 1% de la population. On peut lire comme on veut ce graphique. Moi, il me laisse pantois, parce qu'on voit bien qu'il s'est passé quelque chose dans les années 70-80. Une autre anecdote que j'aime bien citer, j'étais à une conférence que j'ai mentionnée tout à l'heure rapidement dans le graphique, je n'ai pas pu en parler, une conférence du Collège de France et de la Banque de France sur la stagnation séculaire. Il y avait la table des gens très très bien, dont Robert Gordon, qui est un des plus grands pontes du ralentissement économique, de la vision à long terme, de la productivité et autres. Et tous les tableaux que présentaient tous les économistes, dont Gordon, on voyait bien qu'il y avait une grosse croissance avant 73, puis depuis 73, ça ralentissait. Soudain, il y a Jean-Claude Trichet, gouverneur de la Banque centrale européenne pendant longtemps, vous connaissez, pour ceux qui les connaissent, hein. Jean-Claude Trichet, qui était au premier rang, parce que c'était la Banque de France, il est président honoraire, il lève la main, il dit « mais on voit qu'il s'est passé quelque chose en 1973. Ça n'a pas de rapport avec un choc pétrolier. » Et là, les économistes à la table disent « non, ça n'a aucun rapport, c'est fortuit. » Quand on est à ce niveau-là, pathétique, de déni, c'est assez grave, je veux dire. Moi, j'en revenais pas, je dis tiens, là, ils font quand même très très fort. Et il faut que vous sachiez, donc là, c'est un autre exemple. J'adore ce graphique-là, parce que quand on voit ce graphique, on voit qu'il s'est passé quand même des choses assez graves à ce moment-là. Je pense que ça mériterait qu'on réfléchisse mieux sur qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a été géré. Pour donner un exemple, qu'est-ce qui s'est passé dans le secteur financier? Vous savez qu'on a une dérégulation massive de la finance. En Amérique, ils ont dérégulé les transports, ils ont dérégulé l'énergie. Donc les années 70-80, ça a été des années charnières. Et là, on repart de nouveaux scénarios. Enfin, je ne veux pas parler de politique, mais il y a quand même des scénarios de dérégulation un peu partout dans le monde qui font frémir. Deuxième question, c'est le signal prix. On a eu du signal prix dans le passé, ça a eu des impacts. D'ailleurs, il faudrait bien mesurer quels impacts ça a eu. Mais ça n'a pas tout changé. Et par exemple, pour la mobilité, ce qu'on voit, c'est qu'on a pu se passer du pétrole dans certains segments. Je n'ai pas eu le temps de creuser là-dessus, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que là où on a pu virer le pétrole, on l'a viré. Mais dans la mobilité, je reviens, 95 à 98% de la mobilité, c'est du pétrole. Ce n'est pas des Tesla. Ça ne sera toujours pas des Tesla dans 5 ans. Donc comment on fait? Voilà. Critiquer les scénarios. Bon, j'ai déjà dit tout à l'heure, hein, pour l'instant, ce que je vois, c'est dans la plupart des scénarios, c'est que comme je n'ai aucune idée sur la croissance, je prends la croissance du passé ou j'invente des formules. Quand on regarde la façon dont l'OCDE produit ses scénarios, c'est quand même très faible, très pauvre. C'est souvent, tiens, j'ai eu ça dans les 30 années passées, ben, je vais le dupliquer pour l'avenir. Donc ça manque un peu de réflexion, ou en tout cas, ça nie complètement le sujet sur lequel nous on se bat, qui est de faire le lien entre le sujet énergétique et la croissance économique, mais pas dans le sens seulement croissance vers énergie, mais peut-être aussi énergie vers croissance. L'atténuation sans impact, je vous l'ai dit, ça c'est vraiment, je ne comprends même pas. Alors bien sûr, les gens n'y croient pas eux-mêmes. En réalité, ils savent bien que si on atténue, ça aura un impact. Mais c'est tellement plus sympathique de dire que ça n'en a pas que, évidemment, c'est le mantra. Bâtir des scénarios, ça on en a parlé un petit peu au sein du Shift. Hein. Malheureusement, ça demande des moyens considérables. Donc je ne pense pas qu'on puisse bâtir des scénarios. À l'AIE, qui va devenir, je pense, la référence planétaire pour les scénarios, parce qu'ils vont s'imposer. En fait, il n'y aura pas de concurrent à l'AIE parce que c'est des moyens tellement considérables pour bâtir des vrais scénarios sectoriels et puis géographiques que personne d'autre ne pourra s'y lancer, je le crains. Donc c'est plus facile pour nous de critiquer les scénarios que d'essayer de les bâtir, mais je ne crois pas qu'on puisse y échapper, notamment parce qu'il y avoir la position américaine qu'il va falloir gérer. Je pense que l'Amérique ne va pas accepter d'être dans des scénarios géographiques, voire dans des scénarios sectoriels qui impacteraient trop ces secteurs à eux. Si je lis bien ce que dit l'administration depuis maintenant 6 mois en Amérique. Voilà, donc je m'attends, moi, à des perturbations assez fortes. Et de façon générale, de toute façon, est-ce que les scénarios, c'est pas une certaine façon procrastiner la procrastination? C'est-à-dire, finalement, je ne suis pas capable d'avoir rien fait depuis 92, donc on est maintenant en 2017, il ne s'est rien passé depuis 92 en 2017, faisons des plans sur la comète en 2040, ça ira beaucoup mieux dans l'avenir que dans le passé, on n'a rien fait. Puisqu'on savait déjà qu'il fallait faire depuis 1992, je vous rappelle tous, enfin, c'est pas Jean-Marc que je le rappelais, puisque lui, il a été sensible plutôt que nous, mais voilà, les scénarios, c'est parfois... et ça m'inquiète parce que je me demande si ça ne nourrit pas cet engouement qu'on voit depuis 2 ans qui fait que les scénarios sont partout. Voilà, le sujet scénario devient le sujet numéro 1 planétaire.
je me demande si c'est pas une façon de se dédouaner en disant, bah voilà, finalement, le problème, il n'est pas là, il n'est pas présent, il est pour l'avenir et ça ira mieux demain. Et voilà, merci. Là, je vous ai mis pour le dessert, enfin pour le repas, ça c'est les scénarios AIE, c'est l'histoire des scénarios AIE, c'est les scénarios de croissance économique de l'AIE année après année. Mais bon, c'est un peu compliqué à commenter, donc je vous laisse juste, c'est très joli, il y a plein de couleurs. On va prendre des questions. D'abord, je voulais saluer le travail des shifters. Oui, les shifters ont été très... Tu l'as fait, Michel, mais on ne saurait trop le faire. Les shifters, c'est une association dont on a un représentant ici avec Pierre, notamment, qui nous aide constamment à faire aboutir ou en tout cas à démarrer, à faire maturer et à faire aboutir les projets qu'on a. Pour le manifeste, l'ORED a été indispensable, pour le travail de Michel également. Ça ne sera pas présenté aujourd'hui, mais on a lancé un observatoire de l'assurance vie par rapport à la loi 173, dont je vous parlais. Donc on a lancé les derniers avec des shifters. Et là, on a produit un premier rapport il y a 2 semaines, je vous invite à le lire sur le site du Shift, où on analyse pas les rapports 173, mais d'autres rapports que produisent l'assurance vie. On voulait juste voir s'il y avait une sensibilité au sujet du risque climat. Vous verrez que l'analyse qu'on fait montre qu'il n'y a pas encore une sensibilité très forte. Et on appelle ça peut mieux faire, voilà. Mais les vrais rapports vont sortir fin juin. Donc en mois de juillet, on vous fera une analyse avec les shifters des rapports des 12 plus grandes compagnies d'assurance vie françaises. Très bien. Et puis d'un mot pour terminer sur les shifters, si certains d'entre vous ont des velléités de donner un coup de main, Pierre, peut-être tu peux lever la main. Vous allez discuter avec Pierre pendant le déjeuner. Bon, on va prendre des questions. Moi, j'en ai peut-être une tout de suite. Michel, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la substance des critiques d'IHS sur le travail de la TCFD ? Il y a plusieurs critiques d'IHS, mais je pense qu'elles sont... Partir en 2 mots, partir d'une trajectoire globale, qui est le constat que tout le monde fait depuis la COP, puisqu'en fait la COP a validé ce concept de budget carbone. Donc ça, maintenant tout le monde a compris un budget carbone. Partir de ça et le décliner par pays ou par secteur, c'est plein d'arbitrages qu'on fait, implicites ou explicites. Et ce qui est un peu surprenant, c'est que ce n'est pas toujours très très clair d'où viennent les arbitrages. Donc ce qui est un peu étonnant de la part d'IHS, c'est qu'ils critiquent cette approche-là pour le secteur pétrolier, alors que le secteur pétrolier, je pense, au sein de l'AIE et des scénarios de l'AIE, est quand même plutôt bien représenté, puisque je pense que le secteur pétrolier est celui qui est le mieux institutionnellement représenté, qui a le plus de facilité à mettre des moyens pour travailler là-dessus. Qui est clairement le plus influent sur les rapports de l'AIE. Oui, alors, si vous lisez un truc qui est très surprenant, Jean-Marc en a peut-être déjà parlé ici, mais dans le scénario 450, sachez que la séquestration, comme il n'y a pas d'autre solution, enfin de leur point de vue, il n'y a pas d'autre solution, ils font réapparaître une grosse composante de séquestration carbone, dont tout le monde s'interroge vraiment. Enfin, moi maintenant, je suis assez convaincu qu'on ne pourra jamais faire des... On ne va pas recréer une nouvelle industrie autour de notre industrie pour aller séquestrer. C'est juste vertigineux quand on voit les moyens qu'il faudrait mettre pour recréer une sorte de nouvelle pétrochimie bis à l'échelle mondiale pour séquestrer. On connaît même des responsables pétroliers qui n'y croient pas une seconde. Voilà, il y a des gens qui sont exprimés en disant ça leur semblait un peu... Mais globalement, il y a ce sujet-là, c'est à partir d'une vision globale, la déclinaison... Enfin, pourquoi plus le ciment que l'aluminium ou que le transport ? Enfin, il faut définir. Souvent, en fait, les gens ne font qu'en répliquer le passé en disant, ben voilà, les chiffres du passé, ça va nous donner les chiffres de l'avenir. C'est quand même un peu faible par rapport à la vigueur de la transition qu'on va avoir. Donc, à juste titre, IHS critique en disant, non, on ne peut pas appliquer. Après, il critique plein d'autres choses dans le papier que je vous invite à regarder. C'est un papier qui est bien fait, notamment sur la matérialité du risque. Et il va sur un point qui m'a semblé assez pertinent, qui consiste à dire, sur ces sujets de transition, si je donne mon scénario, je divulgue en fait, entre guillemets, une sorte de secret. Qu'est-ce qui est ma partie stratégique à moi, que je garde pour moi? Qu'est-ce que je donne au marché? Et c'est pas évident. Alors, dans les signataires, sachez ou sachez pas, dans les signataires, il y a Total, par exemple. Donc le rapport IHS, il a été financé par Chevron, Total et autres. Total, quand vous regardez sa stratégie climat, elle est quand même assez affirmée, puisqu'il a pris des décisions de faire évoluer son mix, il s'est mis sur Saft et autres, et puis il était dans le solaire. Donc vous vous dites, bah oui, c'est vrai qu'il y a des entreprises qui vont faire un choix, d'autres entreprises qui ne vont pas faire le choix. Est-ce qu'on doit révéler tous ces choix ? C'est une interrogation, en tout cas, qui mérite d'être posée. Enfin, faut bien réfléchir à ça. Qu'est-ce qui peut être public ? Qu'est-ce qui ne peut pas être public? Et puis, un dernier point qui dépasse IHS, une critique qui a été faite, c'est vrai que les entreprises, c'est triste, mais les entreprises ont rarement l'occasion de se projeter à 20 ans.
Si vous êtes dans le secteur d'entreprise, une projection habituelle, le budget, c'est 3 ans. Donc, c'est déjà pas mal. Après, vous dites qu'il y a des secteurs qui font des investissements longs. Dans tous les secteurs d'infrastructure, les utilities, ou l'énergie, ou le transport, c'est un peu normal qu'ils regardent un peu plus long terme parce qu'ils font des investissements lourds. Mais il y a des secteurs d'activité où les gens ne font pas beaucoup de projections. Or là, on vous demande de vous projeter radicalement à 20, 30 ans. Donc, certains disent, non, mais c'est pas possible. Enfin, ça ne correspond pas à une réalité de ce qu'on pratique dans les entreprises. D'un certain point de vue, pour moi, ça réhabilite la puissance publique. C'est la puissance publique aussi de donner les orientations et de guider sur les 20-30 ans, plus que les entreprises. Bonjour, merci beaucoup. Merci pour ces interventions. Donc Vincent Mignereau pour Adrastia. Alors vous avez rappelé le lien entre énergie et croissance, ou en tout cas PIB. Donc je voulais faire un lien avec l'intervention précédente qui envisage la décarbonation de nos sociétés. Alors, la décarbonation, il y a beaucoup d'hypothèses, beaucoup de propositions qui sont faites, la modification des transports, les ENR, le nucléaire, etc. Mais la question que je me pose, justement, puisqu'il y a un lien fort entre énergie et PIB, si certains de nos pays parviennent à une décarbonation efficace, potentiellement, sur les marchés vont être libérés un volume d'hydrocarbures, j'imagine, puisqu'ils ne seront pas consommés, ou moins, en tout cas, par ces sociétés qui auront opéré une transition efficace. Que va devenir ce volume libéré sur ces marchés qui sont hautement compétitifs, et comment réguler, si jamais c'est possible, cette distribution différente des volumes d'hydrocarbures, puisque les pétroliers ou les miniers voudront les vendre et qu'il y aura de la demande, j'imagine. Merci. Alors, bon. Donc, moi, je me suis focalisé sur le lien PIB-pétrole, pour les raisons qu'au Shift, on pense qu'il n'y a pas de substitut à l'énergie, mais on pense qu'il y a difficilement de substitut au pétrole et qu'on a un problème sur le pétrole. Voilà, donc c'est un peu les trois grandes composantes autour du changement climatique qui souvent nous inspirent, en tout cas moi qui m'inspire très fortement sur cette vision de long terme. Donc le pétrole, il n'est pas comme les autres. Et si on dit qu'on a 95% du pétrole qui fait la mobilité, ou non, 95% de la mobilité qui est du pétrole, ou 56% du pétrole qui est de la mobilité, c'est qu'il y a un lien très fort. Et donc je pense qu'à la fin, on utilisera toutes les gouttes qu'on peut du pétrole autour du moteur à combustion interne pour la mobilité ou pour d'autres usages du pétrole qui n'ont pas de substitut. Une pelle mécanique, pour l'instant, ça va marcher au pétrole pendant un bon bout de temps. Et on pourra pas. Et des tracteurs, vous savez que plus de la moitié de l'énergie du secteur agricole français, c'est du pétrole. Donc c'est compliqué. Enfin, se désensibiliser au pétrole, j'ai essayé de le montrer dans les graphiques, c'est très très dur. Donc je ne suis pas très inquiet. Pour autant, on va faire j'espère que la société va faire tout ce qu'il faut pour. Moi, juste une anecdote. Pour répondre à votre question, on a dans 2 ans, normalement, la mise sur le marché d'Aramco. Plus grosse opération financière de tous les temps. 5% d'Aramco. C'est pas sûr encore. Parce que... Voilà. Enfin, il y a des débats, mais en tout cas, clairement, depuis maintenant 1 an et demi, l'Arabie Saoudite annonce la mise sur le marché des plus grosses réserves de pétrole. L'Aramco, c'est la compagnie nationale pétrolière saoudienne. C'est des ressources pétrolières gigantesques, et mise sur le marché, ce serait la plus grosse opération financière de tous les temps. Il n'y a pas d'équivalent. Avant, c'était Petrobras, qui était une des plus grosses opérations, qui était le pétrolier brésilien. Là, maintenant, ça sera Aramco, qui est énorme. Et je m'interroge comment, collectivement, la société, les marchés, les acteurs vont juger de ça. Qu'est-ce que ça vaut Aramco par rapport à ce que vous dites vous-même? C'est-à-dire qu'effectivement, on sait qu'à la fin, il y aura sans doute trop de pétrole. Les pétroliers vous disent qu'il y aura peut-être trop de pétrole, mais on a quand même besoin de pétrole. Donc ils ont beaucoup autour de cette idée qu'il y a une ambiguïté, parce que le pétrole est différent. Mais pour reprendre le charbon, par exemple, évidemment, il y a un problème. Et le problème sur le charbon se pose en fait déjà. C'est plus compliqué, parce qu'après, il y a des sociétés qui sont cotées, qui sont des sociétés de marché, et vous avez des sociétés qui sont de nos côtés. Aramco, c'était pas coté avant. Aramco, c'était l'Arabie Saoudite, un point, c'est tout. Donc, savoir ce qu'on allait faire de ça, c'était une décision étatique. Et une grosse partie de l'énergie dans le monde, elle n'est pas sur les marchés. Elle est nationale. Le charbon indien, c'est du charbon indien. Le charbon chinois, il est chinois, et ainsi de suite. Donc, il y aura bien sûr des contraintes. Je pense qu'il va y avoir cette logique des actifs contraints, elle monte fortement dans le secteur financier, mais elle est compliquée. En tout cas, la simplifier en disant, voilà, ça ne vaut plus rien, on voit bien que c'est trop simple. Moi, je n'ai pas la solution. Ce que je vois, c'est que les débats vont s'enflammer là-dessus. Il y aura un énorme débat, et quels acteurs vont investir ou non dans ces secteurs-là, je pense que c'est des sujets qui vont émerger beaucoup du côté des investisseurs. Est-ce que oui ou non, je participe à l'opération Aramco? Ce sera une grande question. Vous pouvez vous poser la question déjà sur le pétrole de schiste américain ou le gaz de schiste américain. Il y a des normes, je n'ai pas mis les chiffres, mais l'exploration-production pétrolière, il y a 3 ans, c'était 750 milliards par an, en 2014.
On avait à peu près 200 milliards sur le pétrole et le gaz de schiste américain. Il faut dire, tiens, est-ce que c'est raisonnable d'aller mettre tant d'argent dans le pétrole et le gaz de schiste alors qu'on veut décarboner à côté et qu'on n'arrive pas à trouver 100 milliards pour le fonds vert de la COP 21, si vous avez en tête les ordres de grandeur. Ça laisse des paradoxes quand même assez évidents sur la schizophrénie dans laquelle on est. Puis, si je peux rajouter un commentaire... Mathieu est un spécialiste. Non, une remarque d'un mot. Il y a quand même une grande inconnue qui est complètement liée au lien énergie-PIB, c'est la capacité de la croissance économique à aller chercher le joule marginal, le baril marginal. Aujourd'hui, le décrochage des cours du baril a sans doute... Enfin, à mon avis, c'est une hypothèse qui se défend, beaucoup à voir avec le début de normalisation de la politique monétaire américaine. Les subterfuges qui ont été mis en place, les politiques exceptionnellement accommodantes au sortir de la crise de 2008, ont objectivement permis le boom du shale oil et du shale gas, puisque ces opérateurs ont toujours été à cash flow négatif. En fait, c'est l'argent gratuit qui a permis d'aller chercher, qui a créé une bulle de pétrole très chère normalement à extraire. Donc la question de la stagnation séculaire, c'est aussi la question de l'évolution des revenus moyens. Et qui est sans doute liée intimement, mais d'une manière qui reste, même pour quelqu'un comme Michel ou même pour Jean-Marc, qui reste largement hypothétique et mystérieuse. Enfin, moi, c'est la question que j'avais envie de te poser, peut-être avant de donner la parole à Jacques, c'est, à ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour sortir du caractère hypothétique du lien que, précisément, ici on suppose entre énergie et PIB? Moi, je ne suis pas économiste, donc je ne peux pas mettre dans le débat, je peux faire des corrélations, ça ne mange pas de pain, et je peux discuter avec des économistes. Mon angle d'attaque, parce qu'il y a Gaël qui travaille là-dessus, j'espère que Gaël va continuer à progresser, à faire avancer la science pour qu'il y ait plus d'économistes qui se posent des questions sur... Il n'y a pas que le signal prix, il faut regarder d'autres choses, il faut regarder l'économie réelle. Moi, je le regarde du côté de l'histoire économique. Donc, j'ai pris l'angle de l'histoire économique, et donc on a fait un chantier avec, dont j'avais déjà évoqué ici un atelier. On va travailler sur des données exceptionnelles qu'on a sur 100 ans de consommation pétrolière. Et on va essayer de faire le lien et de voir comment l'évolution du pétrole, la consommation a évolué sur une trentaine de pays, parce qu'on a une base de données qui n'a pas d'équivalent dans le monde en termes de... Et j'essaie de me rapprocher de gens qui ont des archives pour mieux comprendre comment on utilise le pétrole, à quoi il servait, comment se sont passées les transitions, donc l'éclairer par le passé. Ça, c'est les transitions, je dirais, sur un siècle, pour qu'on voit bien le lien entre croissance économique et énergie. Antonin Bergeau, avec qui je travaille, lui, il travaille à la Banque de France, et il a bien établi le lien pour une des technologies qui est l'électricité. C'est assez simple, l'électricité, on voit bien, et puis c'est reconnu que ça a un impact fort sur la croissance économique. Donc Antonin Bergeau, il avait travaillé sur deux technologies, les technologies de l'information et les technologies de l'électricité. Sur l'information, vous savez ou vous ne savez pas, mais on le voit pas on le voit quasiment pas, l'impact. On le voit un peu entre 1995 et 2005 pour l'Amérique et l'Angleterre, mais ça n'a pas un gros impact de productivité dans le monde informatique. En tout cas, ça n'a plus depuis 2005, avant même la crise financière. L'électricité, quand vous regardez sur longue période, c'est un très gros impact. Ça, c'est reconnu. Si vous lisez un peu l'histoire économique, c'est évident que l'électricité a contribué très très fortement. Sur le pétrole, personne n'a trop regardé. Donc je voudrais qu'on ait au niveau mondial un endroit où on puisse comparer avec d'autres pays. Qu'est-ce que c'est que le pétrole? Comment ça contribue à la croissance? Mais ce sera un éclairage plutôt d'histoire économique que d'économie. Pour finir, parce que je vous invite tous à lire un bouquin de M. Reglet. Reglet est un historien qui fait de l'histoire économique. Lui, il a regardé la révolution industrielle. Et ce qui est fascinant dans ce que raconte Reglet sur le charbon, il raconte comment le charbon change l'Angleterre entre le XVIe siècle et le XVIIIe. Je pense que c'est un des meilleurs historiens de la révolution industrielle. Il vous montre que le sujet n'apparaît pas au XVIIIe siècle, il est plus tôt. L'arrivée du charbon en tant que tel, comme énergie, en complément du bois, change l'Angleterre. Et pour moi, l'indicateur le plus extraordinaire, c'est le taux d'urbanisation de l'Angleterre au XVIIIe siècle. C'est-à-dire avant la révolution industrielle qu'on a tous en tête, les machines, la révolution mécanique, rien que par l'apport du charbon comme source de chaleur, l'Angleterre change et 40% de la population vit en ville en Angleterre au XVIIIe siècle, qui n'a aucun équivalent nulle part dans le monde. Reglet raconte ça très très bien. Ça vous montre, alors là pour le coup, de mon point de vue, ça explicite le lien entre apport d'énergie, le charbon, qui est une énergie extrêmement forte, parce qu'elle est, par rapport au bois, elle est beaucoup plus efficace. Vous pouvez la chercher en un seul endroit et pas aller vous répartir et perdre énormément d'énergie à la collecter dans des forêts. Donc rien que ce qui se passe en Angleterre, et l'Angleterre tourne autour du charbon, on le sait maintenant. C'est-à-dire que ça, de ce point de vue-là, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits en histoire économique qui montrent bien ce qu'est la réalité de la révolution industrielle anglaise. Donc lisez ça, c'est lumineux.
L'enjeu, c'est la possibilité de quelque chose comme la croissance verte. Je rappelle juste l'enjeu de ce questionnement. Et d'un mot, pour les 9 propositions, on a tâché de travailler avec un taux d'actualisation nul. Enfin, en tout cas, Oui. sans parier sur la croissance verte, précisément parce que on s'interroge sur la question de savoir si ça ne serait pas un peu une chimère sur les bords. Mais peut-être qu'on se trompe. Jacques. Oui, c'est juste une question sur les matériaux, en fait. Parce que dans les transitions, on parle beaucoup des réserves, des ressources, etc., en fossiles qu'il faut utiliser, pas utiliser, etc., etc. Mais en fait, si on envisage une transition massive vers d'autres formes de production d'énergie, enfin, ou d'électricité en particulier, alors on tombe sur un problème de matériaux qui est aussi important que les questions de réserves de pétrole, etc. Alors, est-ce que l'AIE aborde cette question-là ? Parce que si on regarde les travaux, tu te souviens, Olivier Vidal ou des gens comme ça, quand ils regardent ça, on peut regarder ça sur tous les éléments du tableau périodique de Mendeleïev, ils sont tous utilisés et c'est pas, enfin, la question se pose véritablement, quoi, de savoir si on a de quoi opérer un shift massif avec des matériaux comme le germanium, l'arsenic, etc. De ce que j'ai vu rapidement, Jacques, pour l'instant, parfois j'ai vu quelques phrases, on parle de ressources en général, mais c'est quand même, c'est pas le sujet numéro 1. Enfin, l'AIE, il faut se souvenir d'où elle vient. D'ailleurs, l'AIE ne fait pas un scénario, c'est une des critiques qui avait été faite par la TCFD. Le scénario de l'AIE, il est que énergétique. Il n'y a pas toute la partie gaz à effet de serre non énergétique. Donc ils savent bien qu'ils traitent que 75% du problème et qu'ils en laissent de côté 25%, parce qu'ils ne sont pas du tout habilités à parler du reste. Bon, on se dit, c'est quand même l'essentiel. Donc ils dire, ben voilà. Et ils se sentent légitimes sur le sujet énergie parce qu'ils ont toute cette expertise et ils se sont emparés du sujet. J'ai essayé de comprendre comment, mais ils se sont emparés du sujet il y a quelques années et sont maintenant devenus la référence. Mais je ne les vois pas, tu vois, Jacques, je ne les vois pas compléter ça par une approche à la mi-dose sur d'autres limites, d'autres problèmes. Ça serait, là, ils peuvent se nourrir que il faudrait que des gens les nourrissent à côté. Eux, ils ne pourront jamais aller chercher l'information. Eux, ils ont des groupes d'experts, secteur par secteur, en tout cas sur les grands secteurs. Ce que je n'ai pas dit, hein, c'est qu'évidemment, la TCFD ou l'AIE, ce qu'on voit bien, c'est qu'ils regardent les secteurs, généralement, quand ils font une approche sectorielle, les gros secteurs. C'est hydrocarbures, production d'électricité, industrie lourde, transport. Et la TCFD regarde l'agriculture, la TCFD regarde le bâtiment, je crois que l'AIE regarde aussi le bâtiment. Par contre, l'AIE ne regarde pas l'agroalimentaire, alors que la TCFD considère que le secteur agroalimentaire est un sujet clé et vital. Voilà. Donc ça, c'est des grands secteurs qui sont très concernés, où on peut réunir des expertises, essayer de regarder des trajectoires, avoir une vision plus holistique, introduisant des contraintes sur les ressources. Pour l'instant, je pense que c'est trop tôt pour eux, et je les vois pas, ils ont trop de sujets à traiter. Jean-Marc. Si je peux me permettre un complément. Je pense qu'à cause de son acte de naissance, l'AIE ne le fera jamais. Ils ne le font pas aujourd'hui. Parce que pour avoir ce genre d'approche, c'est-à-dire se confronter aux limites de matériaux, il faudrait une approche bottom-up. Voilà. Dans le monde tel qu'il se décrit dans nos scénarios, j'ai tant de bâtiments, tant de cuivre par bâtiment, tant d'éoliennes, tant d'aluminium par éolienne, tant de camions, tant de je sais pas quoi, de vanadium par camion, etc. Puis on fait des additions, puis on arrive et on a par ailleurs des inventaires miniers en ordre de grandeur, et puis ça passe pas. Bon. Ils ne font absolument pas ce genre de choses. Mais il faut rappeler d'où vient l'AIE. L'AIE est à l'origine le lobby des consommateurs. L'AIE, c'est le lobby des consommateurs. Donc l'AIE, depuis que je les vois faire... C'est l'antithèse de l'OPEP. Oui, exactement. C'est l'entité miroir de l'OPEP. C'est-à-dire au moment où les producteurs disent on va s'organiser, les consommateurs disent on va s'organiser. Alors qu'est-ce qu'il fait le consommateur ? Il consomme. Donc il fait des scénarios de consommateurs. Non mais voilà. Donc l'AIE, depuis que je les vois faire des scénarios, ils ont 2 entrées. Ils ont une entrée, je consomme, et comme on va quand même pas t'empêcher de consommer, ça augmente. Et puis derrière, donc le PIB augmente, whatsoever, donc c'est ce qu'a montré Michel tout à l'heure. Donc axiome, le PIB augmente. Axiome. Et du coup, comme axiome, le PIB augmente, dans leur modèle, c'est une donnée exogène avec laquelle tous les autres paramètres sont priés de boucler, s'il vous plaît. Comme ça que ça marche. Donc ils vont te foutre de l'efficacité qui augmente à des vitesses vertigineuses absolument partout, que ex post derrière, ils vont t'habiller avec des tas de machins en te disant c'est la révolution verte, la révolution des ENR, la révolution de l'IT, la révolution de ce que tu veux, des coiffeurs. Oui, c'est Édouard Philippe, il a dit qu'il fallait toujours mettre un coiffeur dans les listes électorales, que ça portait chance. Donc, j'espère qu'il y a un coiffeur aux shifters, parce que sinon on est mal barré. Bon. Et donc, c'est exactement... Donc l'AIE ne le fera jamais. Ce que tu demandes. Jamais.
Ils mourront, et Michel et moi, on mourra avant d'avoir vu l'AIE faire ce genre de truc. Enfin, je pense que c'est très vrai. L'AIE, elle a été conçue, rappelez-vous, pour le choc pétrolier, pour gérer les stocks. En fait, principalement, elle gère les stocks, c'est sa mission. Le texte fondateur de l'AIE en anglais, en allemand et en français est disponible sur le site de l'AIE. Il vous explique pourquoi ils sont faits. Et ils sont faits pour gérer effectivement les situations d'urgence, pour être capable de gérer les stocks qu'ont dû constituer chacun des pays. Parce qu'ils ont conscience, l'AIE, c'est la prise de conscience du côté totalement vital. On ne peut pas se passer de pétrole. Voilà, s'il y a plus de pétrole, il y a un petit côté guerre on l'a vécu froide. en 73, c'est très douloureux. Donc, Il y a un petit côté guerre froide, c'est 75, 74. C'est une création de Kissinger. Il y a une idée géostratégique qui est de faire une espèce d'OTAN de l'énergie, quoi. Clairement. Pour rester sur l'AIE, donc il y a un scénario 450, qui est un scénario qui est plutôt sympathique, puisqu'on se dit, si on ne dépasse pas les 450 ppm, on va contenir l'augmentation de la température moyenne de la planète. Donc ça passe évidemment par une décarbonation relative dans le scénario. Hein. Mais enfin, on diminue le charbon pas mal, on diminue le pétrole pas mal, on augmente le gaz, mais quid du reste ? Par exemple, on augmente de manière extrêmement sensible dans ce scénario l'apport de l'énergie nucléaire, qui passe à 14%, je crois, ou je ne sais pas combien, contre 6 ou 7 aujourd'hui, dans la production essentiellement d'électricité. Puis on met du solaire, enfin on met de l'éolien, et on met beaucoup de biomasse. Donc, quelle est l'opinion du Shift sur cette évolution, enfin, en dehors du pétrole? Donc je sors un peu de votre exposé, mais c'est très complémentaire. Alors, je laisserai Jean-Marc répondre sur le détail, parce que moi, pour l'instant, je n'ai regardé qu'au niveau global, avec les grands agrégats dont je vous ai parlé, le pétrole et le PIB. Et je voulais voir juste, c'était quoi les hypothèses, quelle est la méthodologie, puis voir à quel endroit on les trouve. Parce que quand vous lisez les rapports, vous pouvez chercher, tiens, comment je suis arrivé. Moi, ce qui m'agace un petit peu, que ce soit l'OCDE, l'OCDE, c'est le pire de tout, hein, parce que Pierre pour en témoigner, pour trouver les hypothèses de l'OCDE, pour voir comment ils ont fait leur scénario de croissance à long terme, il a fallu me palucher un rapport qui était une référence à un deuxième rapport. Donc c'était caché très très profond dans l'annexe du deuxième rapport, où vous découvrez qu'en fait, le PIB de l'avenir, c'est le PIB du passé. Parce que c'est que ça. C'est-à-dire que c'est... On aurait pu le dire tout de suite, mais dans le premier rapport de tête, ils vous disent ça c'est quand même une hypothèse très très importante, c'est d'où vient notre PIB, c'est un facteur. Et puis quand on lit et qu'on essaie de comprendre à la fin, on comprend que c'est tout bête. Le PIB de l'AIE, c'est pas beaucoup mieux. Hein. C'est quasiment, je vous prends le PIB du passé, puis hop, l'avenir, ça sera comme le passé, voire l'avenir sera un peu mieux que le passé. Voilà, c'est plutôt ça, et ça va aller bien, et vous inquiétez pas. Ce qui est fascinant, donc je laisserai Jean-Marc répondre, mais j'ai commencé à regarder, moi, en me disant, tiens, qu'est-ce qu'on peut dire sur le pétrole ? Puis surtout que j'ai vu qu'effectivement, par rapport à ce que dit Jean-Marc, quand même, ils font réapparaître la CCS. Donc même dans les contraintes, comme ça marche pas bien, il faut quand même faire disparaître un peu de carbone à la fin. Donc pof, je te mets du CCS, pourquoi 15%, pourquoi pas 10%, pourquoi pas 8%. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est la gouvernance de tout ça. C'est quoi les hypothèses ? Qui les décide ? Sur quoi elles sont fondées ? Avec qui elles sont débattues ? Est-ce que les pays ont été concernés ? Est-ce que dans le scénario de l'AIE, il est très sectoriel, mais il est un peu géographique aussi. Donc si vous le verrez, vous verrez des grandes zones. Alors par exemple, vous n'avez pas la France. La France n'existe pas, il y a l'Union européenne. Voilà, je termine là-dessus. Donc on laissera la parole à Jean-Marc pour conclure. Donc à chaque fois, je me dis, mais est-ce que ces pays-là sont d'accord avec les trajectoires que l'AIE leur donne ? Parce qu'en fait, c'est quasiment l'AIE qui dit, voilà ce que vous devez faire, monsieur le Brésil, monsieur la Russie et monsieur les États-Unis. Et moi, je serais monsieur Trump, je dirais non. Je ne suis pas d'accord avec ce scénario. Il s'est beaucoup entraîné pour dire ce genre de choses. Voilà. Il est bon. Bad. Bad, le scénario AIE de 450. J'en veux pas. Pour répondre un peu techniquement à la question en 30 secondes, parce qu'il va falloir qu'on aille manger, c'est quand même important. Ce qu'on a essayé de faire au Shift, dans les premières années du Shift, on a calé en cours de route parce qu'on n'avait plus le financement pour ça, mais on a les idées claires sur la manière de reprendre ce travail. Ça a été de faire un outil à faire de la confrontation off-demande dans le domaine énergétique sur la base d'un truc tout con qui s'appelle la loi de conservation de l'énergie. Donc on a créé une approche qui permet de simuler l'offre possible d'énergie sur base de ses contraintes propres, la quantité totale de pétrole extractible, la quantité totale de charbon extractible, etc. Et qu'on peut caper avec du CO2 ou avec, j'y viendrai après, éventuellement des investissements. Et de l'autre côté, on a une consommation qui est drivée par des désirs sociaux.
Donc on veut avoir des bagnoles, des immeubles, des tables, des nappes, sinon on mange comme des cochons, etc. Et on est capable d'expliciter ces désirs sociaux en disponibilité énergétique associée, puisqu'il faut les fabriquer, puis derrière les faire fonctionner. Puis derrière on confronte. Et tant que ça boucle pas, c'est que le truc est matériellement impossible. Donc en fait c'était un système à double entrée dans lequel on peut injecter un scénario type AIE et expliciter les contreparties qui sont nécessaires sur la disponibilité des combustibles fossiles et du coup sur les émissions. Et si on veut avoir les deux contraintes en même temps, à ce moment, on a deux entrées séparées et on mouline jusqu'au moment où on essaye de trouver un optimum. Et ce qu'on voudrait également faire là-dedans, qu'on n'a pas encore fait, mais c'est mettre les chroniques d'investissement qui correspondent au scénario décrit. Parce que je suis raisonnablement prêt à parier une partie de ce que je gagne, que le scénario 450 de l'AIE, si on regarde les investissements qui sont nécessaires année après année pour y arriver, on va arriver à plus de 100% du PIB, ce qui va poser un tout petit problème de macroéconomie. Voilà, donc mais l'AIE, je le répète, est un animal politique. Donc l'AIE a des clients d'un côté qui disent il faut de la croissance, sinon les démocraties sont pas bien. Ils ont de l'autre côté des experts sectoriels qui disent qu'il faut faire des trucs et des machins parce qu'on sait faire, puis ils essayent de faire une sauce avec tout ça, et donc on arrive à la croissance verte, dont Michel vous a dit implicitement ce qu'il pensait avec le graphique à angle droit tout à l'heure.